Bonjour à tous, vous écoutez l'Europe en 43 minutes, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, Centre Europe Direct. Notre sujet aujourd'hui portera sur le traité de Maastricht qui fut signé il y a 30 ans, plus précisément le 7 février 1992 par les États membres de l'Union européenne, avec notre invité, monsieur Pierre-Yves Monjal, professeur de droit public à l'Université de Tours et vice-président de la Maison de l'Europe de Tours. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Astrid. C'est toujours un plaisir de vous retrouver Pierre-Yves. Merci, réciproquement. Alors aujourd'hui, Pierre-Yves, vous allez nous parler donc, du traité de Maastricht qui fête cette année ses 30 ans, enfin en tout cas sa signature. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de précisions sur le contexte juridique de ce traité, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Alors effectivement, cette année 2022 est assez riche en commémoration, donc les 20 ans du passage à la monnaie unique. Bon. Et puis effectivement, les 30 ans du traité de Maastricht, qui je crois, en tout cas pour ma génération et pour beaucoup de Français, est à mon avis assez présent. Encore dans les esprits. On le verra sans doute tout à l'heure, mais c'était un moment crucial dans l'histoire de la construction européenne. Bon. Alors, ce qui est intéressant rétrospectivement, et même d'ailleurs sur le moment, moi je sortais tout juste de mes études de droit, je commençais ma thèse. Donc je suis vraiment la génération là qui s'est emparée ce fameux traité. Ce qui est intéressant, c'est a posteriori de voir la dimension politique, parce qu'il y a eu effectivement une très forte dimension politique, on en rediscutera sans doute, mais il y a aussi un contexte juridique qu'on a un petit peu tendance à oublier, à éluder, et même d'ailleurs à l'époque où le traité a été élaboré. Le contexte juridique, il est le suivant, et il tient à un traité antérieur dont on connaît l'acronyme qu'on appelait AUE pour Acte unique européen. L'acte unique européen, c'est un traité qui va être signé en 86 et qui va entrer en vigueur le 1er juillet 1987, si je me souviens bien. Et les protagonistes de l'acte unique européen sont déjà François Mitterrand et Helmut Kohl, et puis surtout Jacques Delors, qui sera président de la Commission européenne, Jacques Delors est français, pendant 10 ans. Alors, l'acte unique européen, juste rappeler un petit peu de quoi il est question. Alors, notamment, c'est un traité qui a pour ambition d'achever ce qu'on appelle la réalisation du marché intérieur. Et d'ailleurs, l'expression marché intérieur a été créée juridiquement par l'acte unique européen. Jusqu'alors, on parlait plutôt de marché commun. Et la différence entre le marché commun et le marché intérieur, c'est que dans le marché commun de la communauté économique européenne, il y avait encore quelques restrictions à la libre circulation des marchandises, n'était pas achevée la libre circulation des travailleurs et encore moins celle des services. Et donc, cet acte unique européen propose d'accélérer, d'achever, de finaliser la réalisation du marché intérieur afin de garantir et d'effectivement assurer ce qu'on appelle liberté de circulation économique, la libre circulation des marchandises, des personnes, des capitaux, des services, en éliminant absolument toutes les questions douanières et en éliminant toutes les restrictions quantitatives. Bien. Or, et c'est là où on opère la transition avec le traité de Maastricht, c'est que l'acte unique européen, donc qui est signé en 86, prévoyait un terme de 5 ans, à l'issue duquel, donc le 31 décembre 1991, ou 1er janvier 92 si vous voulez, à l'issue duquel on devait faire le bilan du processus de réalisation du marché intérieur, et d'ailleurs dans les 5 ans on va adopter plus de 300 directives et le processus d'enclenchement de réalisation du marché intérieur va être définitivement engagé, et ce sera une réussite d'ailleurs de ce point de vue-là, mais surtout l'acte unique européen prévoyait lui-même un rendez-vous durant l'année 1991, où les États membres de la communauté économique européenne, à l'époque on est 12, l'Europe des 12, les États membres devaient réfléchir sur une suite à l'acte unique européen. L'acte unique européen est un traité qui révise le traité de Rome de 1957, et l'acte unique européen prévoyait la convocation, la réunion de ce qu'on appelle une conférence intergouvernementale entre les 12 États membres, c'est-à-dire la réunion des chefs d'État et de gouvernement avec les experts économiques, juridiques des différents ministères, chargés de prolonger la réalisation de ce marché économique. Et derrière cela, il y avait une ambition d'approfondir encore la construction européenne. Donc, si vous voulez, le traité de Maastricht
n'est pas un traité qui arrive là par hasard, c'est un traité dont la programmation avait été initiée, prévue 5 ans, 6 ans plus tôt. Donc c'est sur une base juridique, l'acte unique européen, que les négociations du traité de Maastricht vont pouvoir s'enclencher, et précisément durant toute l'année 91. Donc ce qu'on a appelé la CIG 91, pour conférence intergouvernementale 91, eh bien, va conduire les 12 États à réfléchir sur ce qui va devenir précisément le traité de Maastricht, qui sera signé le 7 janvier 7 février 1992. Voilà, c'est ça. Mais il n'entrera en vigueur en fait qu'en 93, au 1er novembre. Le 1er novembre 93, parce que juridiquement, la signature du traité ne constitue pas le déclenchement de son entrée en vigueur. En tout cas pour ce type de traités, qui sont des traités très importants. Et entre la signature et l'entrée en vigueur, il fallait que les 12 États ratifient, donc acceptent très solennellement, selon leur propre procédure constitutionnelle interne, le traité. Et ça demande du temps. Et effectivement, le traité entrera en vigueur le 1er novembre 1993. C'est d'ailleurs le cas pour chaque traité. C'est le cas. Ils sont signés quasiment une année à l'avance, voilà. Avant leur entrée en vigueur. Vous avez tout à fait raison. Et en particulier pour les traités européens, qui sont des traités dits d'organisation intergouvernementale, et les États, avant même les négociations, précise bien que les traités européens UE qu'ils vont négocier entre eux devront faire l'objet d'une ratification à l'unanimité. Toujours. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. Nous parlons aujourd'hui du traité de Maastricht qui fête ses 30 ans avec M. Pierre-Yves Monjal, professeur de droit public à l'Université de Tours et vice-président de la Maison de l'Europe de Tours. Donc nous avons vu un peu le contexte juridique de ce traité de Maastricht. Est-ce que vous pourriez maintenant nous parler plus particulièrement du contexte politique de cette époque, parce qu'il n'est pas à négliger? Oui, vous avez tout à fait raison. Alors là, le contexte politique, il est passionnant à étudier. Il est passionnant à étudier rétrospectivement, toujours évidemment, et on va voir qu'il y a une forme de continuité dans cette dimension politique. Je vais y revenir. Et sur le moment, alors moi pour l'avoir vécu en tant que jeune européen, disons les choses ainsi, il était effectivement très intéressant et en même temps assez perturbant à analyser. Parce que le contexte politique, il est au fond très simple, et vous allez voir, quand je disais qu'il y a des éléments de continuité, qui sont très actuels d'ailleurs, encore aujourd'hui en 2022, il est très simple à formuler. Partons d'abord de l'idée que en France, on avait d'ailleurs enregistré des émissions là-dessus. En France, la question de la construction communautaire européenne, la question de l'Union européenne ne va pas du tout de soi. Bon. Nous avons une vision tout à fait singulière, qui est la nôtre d'ailleurs, de la nation, de la souveraineté. Nous ne sommes pas un État fédéral. Or, la construction communautaire et l'Union européenne aujourd'hui, c'est un peu un anti-modèle ou un contre-modèle. Parce que nous avons affaire à une Union européenne qui détient des pouvoirs politiques et juridiques très forts, qui nous sont imposés, avec les principes de primauté notamment. Et le fonctionnement général de l'Union européenne emprunte beaucoup au fédéralisme allemand. Et encore une fois, le fédéralisme, ce n'est pas notre culture politique et juridique. Donc il faut bien avoir ça en tête. Tout à fait. Et alors, donc l'Union européenne ne va pas de soi pour une grande partie des Français, de l'opinion publique, et ne va pas de soi inévitablement dans la classe politique. Mais le contexte politique sur les questions européennes, et Maastricht en particulier, qui a quand même atteint un point d'acmé tout à fait intéressant, c'est que les oppositions, si vous voulez, plutôt l'opposition à l'Union européenne, ou l'adhésion à l'Union européenne, ne repose pas sur une opposition classique que l'on connaît bien en France, qui serait par exemple une opposition droite-gauche
imaginons que la droite soutienne ou soutiendrait l'Union européenne parce que c'est un projet économique libéral, je caricature un petit peu, mais ça pourrait être l'idée, alors que la gauche pourrait s'opposer à l'Union européenne précisément parce qu'elle est économique et libérale et qu'elle n'est pas suffisamment sociale. Bon. Donc, c'est une hypothèse. Hein. C'est une hypothèse. Oui, tout à fait. Donc nous avons ici, on le voit bien, une position classique qui permet à la classe politique de se structurer sur des débats de société, et puis au fond aux citoyens de se retrouver au fond dans cette classe politique, bipartite, avec une opposition droite-gauche classique. Or, ce n'est pas du tout ce qui se passe sur les questions européennes. Et Maastricht a été de ce point de vue-là, j'allais presque dire caricatural, ou plutôt exemplaire ou exemplative, comme disent nos amis belges, puisque en réalité, c'est au sein même de la gauche qu'il y a eu des scissions entre les partisans du traité de Maastricht et les opposants au traité de Maastricht. Au sein même du Parti socialiste déjà, en 92, où François Mitterrand était évidemment farouchement favorable à l'Union européenne, alors que d'autres ministres, d'autres parlementaires étaient hostiles à cette Union européenne. Le Parti communiste a marqué très tôt son hostilité, son opposition, pour des motifs divers, atteinte à la souveraineté, libre concurrence, pour ne reprendre que ces deux thèmes. Et on retrouve exactement et symétriquement la même chose à droite. À l'époque, le RPR va se diviser sur cette question du traité de Maastricht, avec alors un Jacques Chirac toujours un petit peu ambigu sur les questions européennes, mais malgré tout plutôt favorable à l'Union européenne et au traité de Maastricht, et une opposition très marquée au sein du RPR. On se rappelle de Philippe Seguin, par exemple, ou de Charles Pasqua, qui étaient des opposants farouches à ce traité. Et puis déjà, le Front National, également, qui était contre. Et alors, ce qui est très troublant, c'est que nous avons donc une classe politique, mais qui se divise par parti politique ou par groupe politique au sein même de leur coloration, de leur parti politique, donc droite-gauche, on l'a compris. Et ce qui est également troublant et qui était perturbant, c'est que les arguments en faveur de l'Union européenne, qu'ils soient de droite ou de gauche, étaient identiques. La paix, le progrès économique, la nécessité de renforcer l'Europe, et puis les opposants, disons-le ainsi, le Front National d'un côté et le Parti communiste de l'autre, avaient en réalité des arguments tout à fait identiques. Ce qui crée un trouble terrible. On peut le comprendre pour un communiste, de lui dire qu'il a les mêmes arguments qu'un frontiste, et inversement. Bon. Et donc cette opinion publique va être perturbée, brouillée, en raison de la singularité du débat européen. Mais en réalité, 92 n'est que la répétition de ce qui s'est passé 40 ans plus tôt, pratiquement, avec le projet de communauté européenne de défense, le projet de communauté européenne de défense qui ne verra pas le jour. Hein. La France refusera de ratifier le traité le 30 juillet 1954. Et ce qu'on a appelé les cédistes, la CED, c'était ceux qui étaient partisans à la mise en place, à 6 à l'époque, d'une diplomatie, allez, disons-le ainsi, d'une armée européenne, et ceux en France toujours, qui étaient farouchement hostiles à la constitution d'une telle CED. Et donc déjà en 1954, nous avions au sein de la gauche de l'époque, au sein de la droite de l'époque, des ferments d'opposition et d'adhésion qu'on retrouve symétriquement en 92, qu'on va retrouver avec la Constitution européenne en 2005, qu'on va retrouver avec Lisbonne et qu'on retrouve encore aujourd'hui en 2022 dans le débat. Donc il y a un continuum, si vous voulez, sur le contexte politique. RCF à Amboise, 100.4, à Cheverny, 96.4. Chaque samedi, dans Contre-courant, les journalistes RCF vous ouvrent de nouveaux horizons. Partez en reportage à la découverte de lieux pas comme les autres et inspirez-vous de ceux qui les animent. Contre-courant, c'est tous les samedis à 15h sur RCF et à tout moment en podcast sur l'application RCF. RCF, l'Europe en 43 minutes.
Notre sujet aujourd'hui est le traité de Maastricht qui fête ses 30 ans cette année, donc de la signature de ce traité, avec Pierre-Yves Monjal, professeur de droit à l'Université de Tours et vice-président de la Maison de l'Europe de Tours. Donc Monsieur Monjal, Pierre-Yves, vous étiez en train de nous parler du contexte politique. Je crois que vous avez encore quelques éléments à nous annoncer, à nous fournir. Oui, sans doute, mais on pourra même consacrer une émission entière sur le sujet. Oui, j'évoquais la question de ces continuums, de ces continuités dans alors l'opposition, l'hostilité d'un côté ou l'adhésion au projet européen, à l'Union européenne. Et ce qui est assez frappant, je trouve, quand on retrace un tout petit peu l'histoire de la construction européenne sous un angle très politique, hein, en tout cas en France. Donc je l'évoquais, hein, c'est cette comment pourrait-on dire, cette opposition ou cette adhésion qui se fait au sein de la gauche et au sein de la droite, c'est que sur le fond des arguments, sur l'argumentaire, soit en soutien, soit en opposition à l'Union européenne, depuis 1954, bon, en passant jusqu'à 2022, lors de la campagne présidentielle, je vais y revenir dans un instant, et en passant par Maastricht en particulier, les arguments politiques, souvent, parfois juridiques, n'ont jamais changé. Ce sont les mêmes. Donc on ne peut pas faire le procès, si vous voulez, au fond, à la fois à la classe politique française ou à l'opinion publique, d'être versatile en matière de construction européenne. Il y a toujours eu une fracture, une division. On aime bien l'Europe, mais pas trop. Bon, et les arguments à charge ou les arguments à décharge, si on met l'Europe en procès, sont les mêmes. Donc il y a une étrange ou une étonnante régularité, si vous voulez, de ce point de vue-là. Donc ça, c'est quelque chose qui me frappe. Quels sont justement ces arguments ? Voilà, justement. Et on peut les voir actuellement dans le cadre de la campagne présidentielle. Donc nous allons avoir des arguments en défaveur de l'intégration européenne, qui sont simples. Au fond, cette Union européenne régionalise la France. La France ne serait plus un État, on serait une espèce de région, comme nous avons les régions allemandes, les Länder allemandes. Nous serions en périphérie de Bruxelles, en quelque sorte. Nous aurions perdu notre souveraineté. La France ne serait plus souveraine. Nous aurions perdu toute maîtrise de nos politiques internes, toute maîtrise de notre législation, puisqu'on nous explique que tout se décide à Bruxelles. Alors très souvent on vise la Commission. Bon, ça c'est une erreur classique, mais passons. Et puis on nous explique aussi que 80% de nos lois, alors ça c'est la grande erreur qu'a commise à mon avis à l'époque Jacques Delors en racontant cette histoire qui n'est pas vraie en droit, bon, mais que 80% de notre législation serait bruxelloise, serait européenne, et que nous ne serions, nous, que des chambres d'enregistrement de ce qui se décide, de manière un peu obscure, dans les couloirs des institutions de l'Union européenne. Tout cela est faux, mais bon, il y a quand même cette idée-là. Une espèce de fantasmagorie un petit peu. Une fantasmagorie permanente là-dessus, qui ne résiste pas un seul instant à l'analyse statistique, juridique, mais néanmoins, ça fait partie de ces légendes, j'allais dire urbaines presque. C'est parfois un petit peu désolant au passage. Et puis, autre élément aussi, mais là, pour le coup, je crois qu'il y a un argument sérieux, un argument très sérieux, et qu'il ne faut pas, à mon avis, éluder. C'est que fondamentalement, le projet communautaire, l'Union européenne, c'est un projet économico-libéral, bien entendu. C'est la libre concurrence régulée, encadrée, contrôlée. Il ne faut pas non plus dire n'importe quoi de ce point de vue-là. C'est la loi du marché. Bien entendu, et donc cet ancrage du projet économique de l'Union européenne dans l'idéologie concurrentielle et libérale est un vrai sujet de discussion. Et en particulier en France, où en dépit de tout, nous avons quand même une fibre sociale très forte, où nous avons une tradition, malgré tout, interventionniste économique très forte. Nous sommes comme le pays qui, dès 1945, a nationalisé et a eu une industrie, des monopoles sans doute, mais formidable, EDF, GDF, SNCF, La Poste, etc. Et tout cela a été démantelé. Bon, donc l'argument est sérieux, et on peut valablement opposer des arguments à charge en raison de cette orientation économique libérale. Bon. Et puis, inversement, les partisans de l'Europe qui ont des arguments souvent moins convaincants, je trouve, qui sont des arguments beaucoup plus en surface, parfois moins fondamentaux.
mais qui sont des arguments sérieux aussi, vont évidemment démontrer, montrer et répéter que depuis qu'il y a la construction européenne, nous avons mis en place un périmètre géographique où la prospérité économique, malgré tout, la paix est garantie, où la collaboration entre les États ne se fait plus, on voit bien malheureusement avec la tragédie russo-ukrainienne, que nous sommes dans des rapports d'amitié, de coopération entre les États, et que nous ne sommes pas là à reconstituer nos stocks de guerre pour affronter je ne sais quel État. Nous avons également des institutions qui ont grandi et qui se sont consolidées sur le plan démocratique. Donc c'est une Europe rationnelle. Et donc le traité de Maastricht y a contribué fortement. Et bien justement, on va revenir au traité de Maastricht. Il contribue à cela. Tout à fait. Voilà. Et donc quels étaient justement les enjeux de ce traité à ce moment-là, lorsqu'il a été signé, puis ratifié et est entré en vigueur? Alors le traité de Maastricht, toujours d'un point de vue rétrospectif, et au moment de la conférence intergouvernementale de 1991, a donné lieu, dans un premier temps, à des débats de très très haut niveau, et la Commission européenne a joué un rôle important là-dessus, mais également les États. Au fond, il y avait, peut-être en résumant excessivement le propos, mais il y avait au fond deux stratégies, il y avait deux objectifs. Il y avait une première stratégie, une stratégie minimaliste, qui consistait au fond à ne pas trop modifier le dispositif existant, mais de renforcer le volet économique. Donc on ne touche pas aux communautés, on ne touche pas au traité de Rome à proprement parler, on garde le cadre communautaire et on est sur une continuité institutionnelle, on préserve l'acquis. En réalité, ce scénario minimaliste ne va pas tenir la rampe et au contraire va être proposé un scénario beaucoup plus ambitieux, fondé au fond sur une logique d'approfondissement. Et le traité de Maastricht, de ce point de vue-là, c'est un traité qui opère une rupture fondatrice dans la construction communautaire. Alors là, on pourrait évoquer énormément de choses. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que les négociateurs, les États, en 92, forts aussi du succès du marché intérieur qui se développe, ont le sentiment qu'il faut approfondir le projet européen, l'Union européenne, sur différents plans. Le premier plan, mais on en reparlera tout à l'heure sans doute, c'est sur le plan économique. C'est très bien d'assurer la libre circulation des biens et des services, mais il nous faut une monnaie commune. Il faut l'euro. Ça sera un élément fondamental. Donc, approfondissement économique. Nous avons des institutions dont le Parlement européen, dont les députés sont élus au suffrage universel direct depuis juin 1979. Ce Parlement européen n'a pas vu pratiquement ses pouvoirs décisionnels consolidés, renforcés. Nous avons une institution démocratique, mais qui est dépourvue de pouvoir. L'acte unique européen n'a pas tellement amélioré le sort du Parlement européen. Le traité de Maastricht est le traité qui va installer le Parlement européen comme législateur de l'Union européenne, comme co-législateur avec le Conseil des ministres. Voilà. Et on va voir le Parlement, je crois que c'est dans 23 domaines où le Parlement européen a un vrai pouvoir d'amendement des propositions de règlement ou de directive de la Commission et un pouvoir de blocage, ce qui est une véritable nouveauté. Alors, ce n'est pas encore très étendu, mais on entre dans ce processus de démocratisation. Il faut améliorer aussi ou approfondir le dispositif institutionnel sur le terrain de son efficacité. Qu'est-ce qui bloque dans l'Union européenne? C'est le vote à l'unanimité, en Conseil en particulier. Eh bien, on va injecter des processus, des dispositifs qui font sauter le verrou de l'unanimité et on va commencer à augmenter le nombre d'hypothèses où le Conseil pourra valablement décider à la majorité qualifiée. Grosso modo, il faut qu'il y ait 75% des États qui se mettent d'accord sur une réglementation qui représente européenne. 30% de la population. Et qui représente un certain pourcentage. Sinon, l'Allemagne et la France prennent des décisions à eux deux. Mais vous connaissez très bien le sujet. Chaque État se voyait attribuer un nombre de points en fonction de sa taille démographique. Il fallait faire un petit calcul savant pour que les grands États et les petits États puissent collectivement adopter la décision. Et ni les petits ni les grands ne pouvaient à eux seuls adopter la décision. Donc ça, c'est important. Donc ce processus de légitimité
légitimation, de renforcement de la légitimité de l'Union européenne est enclenché. Il y a aussi un sujet sur la question des droits de l'homme. Là, on fait une référence beaucoup plus explicite aux droits fondamentaux, à la Convention européenne des droits de l'homme. Bien. Mais ça, c'est le volet vraiment communautaire. C'est-à-dire que on garde le traité CK, le traité CEE, le traité CE2EA. On va surtout modifier le traité CEE sur le terrain. Communauté économique européenne. Oui, pardonnez-moi. Communauté économique européenne, qui d'ailleurs, communauté économique européenne, qui va devenir d'ailleurs communauté européenne. On va modifier l'intitulé du traité de Rome du 25 mars 57, et on va injecter des nouvelles règles en matière de vote, en matière de participation du Parlement européen, avec également l'introduction de la monnaie unique, on peut y revenir, de la citoyenneté européenne, point extrêmement important. Mais les États, les 12, estiment que l'Union européenne ne doit pas être qu'une puissance économique. On est très identifié sur le plan économique, mais il faut que l'Union européenne, d'abord vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis du reste du monde, apparaisse aussi comme capable de développer un discours stratégique, militaire, et de développer une diplomatie européenne. Et à ce pilier communautaire qu'on renforce, on va ajouter un deuxième pilier, un deuxième socle, pour identifier l'Europe sur la scène internationale, et même pour nous-mêmes, en instaurant ce qu'on appelle à l'époque, et toujours aujourd'hui d'ailleurs, la politique étrangère et de sécurité commune. Alors c'est très intergouvernemental, ce sont les États qui statuent, mais l'idée quand même, c'est de faire en sorte qu'en matière diplomatique et en matière de défense, les 12 à l'époque, qui vont passer à 15 en 1995, soient identifiés, soient capables d'adopter des positions communes sur des questions diplomatiques, sur des questions militaires, et soient en capacité également de nous protéger militairement, de lutter contre le terrorisme par exemple, qui n'est pas très à la mode à l'époque, mais à la mode, si on peut dire, pardonnez-moi cette expression, et capable également d'avoir un embryon d'armée pour être une force d'interposition qu'on pourrait projeter hors de nos frontières européennes. Et puis enfin, il y a un dernier élément qui a pris beaucoup d'importance par la suite, toujours à Maastricht. On va ajouter un troisième socle, un troisième pilier, un troisième marqueur qui va identifier l'Union européenne, qui est ce qu'on appelle à l'époque les questions relatives à la justice et aux affaires intérieures. Dans ce troisième pilier, qui va être modifié avec Amsterdam quelques temps plus tard, toute la question des visas, de l'asile, de l'immigration, toutes les questions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale, ce qui va donner lieu plus tard au mandat d'arrêt européen, est embryonnairement installé dans le traité de Maastricht. Et ce qu'on appelle l'Union européenne, c'est ni plus ni moins que l'addition de ces trois socles. Mais l'Union européenne à l'époque en 92, le traité de Maastricht qui institue l'Union européenne n'est pas une organisation intergouvernementale. C'est une marque, c'est une dénomination. Merci Pierre-Yves. Nous nous retrouvons après Traité de Maastricht oblige, un groupe néerlandais, Pater Moeskroen, avec le titre Zoveel Mensen. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. Nous continuons avec le traité de Maastricht avec Pierre-Yves Monjal, professeur de droit à l'Université de Tours et vice-président de la Maison de l'Europe de Tours, Europe Direct. Donc Pierre-Yves, nous avons vu le contexte juridique, le contexte politique, les enjeux du traité. Vous nous avez un petit peu effleuré ce que ce traité a apporté à l'Europe, à la construction européenne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et approfondir justement sur ses apports à la construction européenne ? Oui. Le traité de Maastricht, je l'évoquais tout à l'heure, constitue une rupture et un approfondissement, une évolution significative du projet communautaire, du projet européen. Alors, on va passer en revue un certain nombre de ces apports, alors qui aujourd'hui nous semblent totalement évident. Je vais en énoncer quelques-uns de ces apports, mais il faut bien le dire qu'à l'époque, en 92-93, et puis dans les années qui ont suivi, c'était, alors je ne dirais pas révolutionnaire, il ne faut pas exagérer non plus, mais c'était quand même des apports absolument fondamentaux, parce que nouveaux, parce que majeurs, et surtout parce qu'ils vont concerner essentiellement les individus, les citoyens, exactement. Alors,
Il faut quand même rappeler, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, que nous avons deux protagonistes fondamentaux dans cette affaire, c'est François Mitterrand et Helmut Kohl, alors qui politiquement sont opposés, mais qui sont fondamentalement très européens. Bon, la formule peut-être un petit peu comme ça surannée, mais ou un peu légère, mais fondamentalement. Et d'une part, et d'autre part, François Mitterrand, sa crainte, lui qui a connu la guerre, les guerres d'ailleurs, historiquement en tout cas, et de mémoire, y compris du côté allemand bien sûr, la crainte était de voir l'Allemagne au moment où s'effondre le bloc communiste, au moment où l'Allemagne se réunifie, de voir l'Allemagne se détourner de l'Europe, de l'Union européenne, je dirais de l'Europe occidentale. Le transfert de la capitale de Bonn à Berlin était mal ressenti en France. La reconstitution de tous les réseaux diplomatiques allemands antérieurs à 40, le rapprochement avec la Russie, pour le coup, était un petit peu inquiétante. Et on redoutait, François Mitterrand redoutait que l'Allemagne délaisse l'Union européenne. Donc il fallait à tout prix arrimer l'Allemagne et accepter au fond certaines de ses exigences. Ça, ce sont des éléments qu'il faut quand même contextualiser et rappeler très brièvement. Alors sur le terrain des apports, ils sont multiples. C'est surtout des apports juridiques et politiques, bien sûr. D'abord, on institue l'Union européenne. Aujourd'hui, on parle de l'Union européenne, mais c'est en 1992 que l'on institue l'Union européenne, que le mot Union européenne, l'expression Union européenne est consacrée, même si, encore une fois, je l'ai dit, l'Union européenne n'a pas le statut d'organisation intergouvernementale. Simplement la CE, là, ou la CK, ou la C2E. C'est l'appellation, en fait, qui change. C'est l'appellation qui change, mais c'est tout. C'est une formule qui n'a pas de dimension juridique. Bien. Également, il faut rappeler qu'à Maastricht, on va essentiellement adopter deux traités. Le traité sur l'Union européenne, le traité instituant l'Union européenne, qui est toujours en vigueur, mais qui a été modifié, le fameux TUE, qui fixe les principes généraux de l'Union européenne. Et puis un deuxième traité qui modifie le traité de Rome de 1957. Qui est donc toujours en vigueur, y compris aujourd'hui, et le traité de Maastricht est un traité à la fois institutif de l'UE, c'est un premier traité, assez bref, une cinquantaine d'articles, et puis le traité de Rome de 57 qui va être agrémenté, complété par un certain nombre de modifications, donc le traité de Maastricht est un traité modificatif, bien, du traité de Rome. Qu'est-ce qui va surtout ressortir de cette affaire? Donc je l'ai dit, le renforcement des pouvoirs du Parlement européen, ça c'est un tournant absolument décisif, et depuis lors, chaque révision n'a fait que consacrer, renforcer les pouvoirs du Parlement européen, pouvoirs législatifs ou de législateurs, et donc corrélativement renforcer la légitimité de la législation européenne adoptée, puisque c'est le Parlement qui la confectionne. Et indirectement renforcer le pouvoir des citoyens. Et, bien entendu, puisqu'il y a une dimension démocratique, vous avez tout à fait raison de le dire, parce que qui va élire nos députés européens? C'est nous. C'est nous, les citoyens européens. En âge de voter. Voilà. Tout à fait. Donc il y a une représentation démocratique qui est unique au monde. L'Union européenne est la seule institution dont l'institution parlementaire, dont les membres de cette institution parlementaire de Strasbourg, le Parlement européen, est élu, dont les membres sont élus au suffrage universel direct. On va, et ça on doit s'en souvenir, lancer le passage à la monnaie unique. Le traité de Maastricht, qui rentre en vigueur en 1993, prévoit une première date en 1997 et puis une deuxième en 2002. En fait, on va retenir le 1er janvier 2002. Tout le système de conversion des monnaies classiques, comme le franc, à la monnaie unique. Et en 2002, on aura 12 États qui vont adhérer et qui vont passer à l'euro, à la monnaie unique. Il a fallu mettre en place des critères de convergence économique, le fameux critère de Maastricht, mettre en place la Banque centrale européenne, qui est en fait le modèle allemand. Et c'est là-dessus que les Allemands n'ont pas lâché l'affaire. Ils disent, on veut bien rester avec vous, il nous faut un euro fort, parce qu'on avait un mark fort, et il nous faut une banque centrale indépendante, parce que nous, depuis 1949, loi fondamentale allemande, notre banque centrale est indépendante. Alors que le modèle français, c'était une banque centrale qui était tenue par le pouvoir politique. Oui, c'était une banque nationale. C'est une banque nationale. Et donc là, il y a un modèle monétaire qui est tout à fait singulier. Et d'ailleurs, la Banque centrale européenne est à Francfort. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Donc on programme le passage à la monnaie unique. Troisième élément, la citoyenneté européenne.
Alors maintenant, c'est une évidence. Nous sommes tous citoyens européens. À ce titre, nous avons le droit d'aller et venir et de séjourner dans n'importe quel État membre de l'Union européenne. D'être élu aux élections européennes ou municipales. Quand bien même vous êtes un Allemand, que vous résidez à Tours, vous pourrez élire le conseil municipal de Tours, voire être élu. Pas maire ni adjoint, mais conseiller municipal. Et si vous êtes un Français établi en Italie, que sais-je, parce que le cas s'est produit, eh bien, vous pourrez très bien, évidemment, en Italie, si vous y résidez depuis plus de 6 mois, vous pourrez parfaitement participer aux élections du contingent italien aux élections européennes, et surtout, être éligible, c'est-à-dire faire partie d'une liste du contingent de députés italiens au Parlement européen. Mais la citoyenneté européenne, outre le droit d'aller et venir, outre les droits qui vont par répercussion être reconnus à votre conjoint ou à votre enfant, quand bien même n'aurait-il pas la nationalité d'un État membre de l'Union européenne, la citoyenneté européenne, c'est aussi la protection diplomatique et consulaire. Tout à fait. Vous êtes dans un pays tiers, il n'y a pas d'ambassade de France, vous avez des difficultés, mais il y a une ambassade belge ou une ambassade allemande, eh bien, vous allez pouvoir vous rendre librement dans cette ambassade et vous serez protégé et on fera toutes les démarches nécessaires pour assurer éventuellement votre retour en France, que sais-je. Ce sont des droits importants. Alors évidemment, vous allez me dire qu'ils concernent que les personnes qui voyagent. Oui, bien sûr, sans doute, c'est vrai. Bon, mais ce sont des droits et des protections extrêmement importantes de ce point de vue-là. Donc, citoyenneté, monnaie unique, renforcement des pouvoirs du Parlement européen, mise en place, je l'ai évoqué, d'un embryon de politique étrangère et de sécurité commune, consolidation de tout le dispositif relatif à la libre circulation des personnes sans contrôle aux frontières et consécration d'ailleurs de l'espace Schengen, où les contrôles ne seront plus aux frontières mais sur les territoires, dans les territoires, mise en place de la coopération policière et judiciaire, mise en place plus tardivement en 2004-2005, du mandat d'arrêt européen, des nouvelles règles en matière de protection du consommateur, de nouvelles règles en matière de protection de l'environnement, de nouvelles règles en matière de droit social. C'est ça le traité de Maastricht, fondamentalement. Donc un dispositif d'approfondissement au profit des entreprises sans doute bien sûr, mais aussi au profit des citoyens européens, des droits nouveaux européens tirés du traité, mais dont on peut bénéficier, nous, directement, et que l'on peut invoquer et défendre en justice, et puis une Union européenne qui, à partir de ces années-là, va énormément grandir sur le terrain de sa puissance économique. Alors, quelle est la portée aujourd'hui du traité de Maastricht et son actualité ? Alors, ça c'est une question intéressante, parce que le traité de Maastricht fait l'objet rétrospectivement de beaucoup de critiques. Je pense notamment à Éric Zemmour, je pense notamment à Michel Onfray, très régulièrement, qui passe son temps à parler de l'État maastrichtien. Alors j'adore la formule maastrichtien, c'est maastrichtien, comme à l'époque Le Pen parlait du traité de Maastricht. Maastricht, voilà. Bon, maastrichtien, on a le suffixe chien, on voit bien ce à quoi ça renvoie. Et puis il parle d'État maastrichtien. Bon, il faudrait dire à Michel Onfray ou à quelques autres que le traité de Maastricht n'existe plus, déjà. Parce que nous avons eu le traité d'Amsterdam en 1997 qui l'a révisé, puis nous avons eu le traité de Nice de 2000, enfin qui est entré en application en 2003, qui l'a révisé, puis nous avons le traité de Lisbonne de 2009. On a franchi énormément d'étapes depuis lors. Et puis surtout, le traité de Maastricht comparé au traité de Lisbonne n'a plus rien à voir. Bon. La citoyenneté européenne, l'euro, c'est maintenu. Les règles de concurrence qui existent depuis 57, c'est maintenu. Mais pareil, en matière environnementale, en matière sociale, les droits du Parlement européen, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tous ces éléments-là font que, en réalité, il n'y a plus d'actualité du traité de Maastricht. Le traité de Maastricht a été un moment articulatoire, si vous voulez, un point de passage entre le modèle communautaire des années 50, qui conduit aujourd'hui au traité de Lisbonne, qui entre en vigueur, on le sait, le 1er décembre 2009, et la grande particularité du traité de Lisbonne, ce que ne fait pas le traité de Maastricht, c'est que l'Union européenne est une organisation intergouvernementale d'intégration. L'Union européenne aujourd'hui a la personnalité juridique. Alors, néanmoins, sur un plan de technique juridique, ce qui reste de Maastricht au fond, c'est le traité instituant l'Union européenne,
on l'a dit tout à l'heure, il est adopté en 92, et le traité de Lisbonne a maintenu ce traité, mais l'a révisé. On a 55 articles dans le traité sur l'Union européenne. Le traité de Rome de 1957 existe toujours. Il s'appelle aujourd'hui traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 358 articles. Et puis nous avons en plus la charte des droits fondamentaux avec ses 54 articles. Mais il n'y a plus de comparaison possible entre Maastricht, qui n'est pas un État, bien sûr, et le traité de Lisbonne d'aujourd'hui. Merci beaucoup Pierre-Yves Monjal. C'était l'Europe en 43 minutes, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours Centre Val de Loire, Centre Europe Direct. Merci encore et à bientôt.